Ouah, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait longtemps et en même temps, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Et bah c'est parti alors. Et salut par ici, j'espère que tout va bien pour vous. Il y a encore quelques heures, c'était genre l'automne dehors, on avait un temps scandaleux. Et là, on a un ciel bleu absolument incroyable, il fait beau, il fait chaud. J'ai l'impression que le printemps a décidé d'enfin arriver. Il était temps. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que j'ai encore très peu filmé avec ce nouveau petit fauteuil là, que j'aime vraiment trop. Je ziotais comment ça rendait dans le retour caméra, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, et évitons les petits bavardages inutiles, puisque aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo qui vous aidera peut-être, une vidéo d'utilité publique, parce que vous le savez peut-être, mais moi qui me pensais à l'abri de ce genre de désagréments, j'ai vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, la panne de lecture. Le truc qui est redouté, je pense, par tout le monde, et en particulier par nous, les lecteurs, les lectrices, et encore plus, je pense, quand on fait des vidéos qui parlent de livres. Voilà, cette année 2024 n'a pas démarré sous les meilleurs auspices en ce qui concerne la lecture, puisque si le début d'année s'est plutôt bien passé, depuis le mois de mars, j'ai eu quelques difficultés à lire, j'ai eu quelques difficultés à trouver des temps de lecture, à me poser et à vraiment trouver du temps pour être plus sur mes livres que sur mon téléphone, vraiment, mais il faut que j'apprenne à lâcher ce truc. Enfin bref, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des temps de concentration suffisamment grands pour me poser sur le long terme, pour lire des livres en entier. Et puis au-delà de ça, je n'avais pas encore eu de coup de cœur depuis le début d'année. Voilà, c'est un truc qui m'arrive jamais, parce que souvent en février-mars, j'ai mon premier gros coup de cœur de l'année, et là, bah rien du tout. Et c'est vrai que ça me frustrait un petit peu de me dire, ouah, je lis des trucs bien, mais j'ai pas ce truc où je suis en mode, ouah, le récit m'a captivé du début à la fin. Et là, ça y est, je l'ai eu, j'ai enfin eu mon premier coup de cœur de l'année, et au-delà de ça, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 5 livres. 5 livres pour vous sortir de la panne de lecture. Parce que là, je vous ai fait une petite, une petite sélection de 5 bouquins qui sont très courts. Donc c'est hyper bien si on a du mal à trouver le temps de se concentrer. Là, vraiment, c'est des livres qui font tous, grand maximum 250 pages, je crois, peut-être 300. Et encore 300, c'est beaucoup. Mais vraiment, c'est que des livres tout petits qui se lisent vite. En témoigne la taille de ces tranches. Et parmi cette sélection de 5 livres se cache donc mon premier coup de cœur de l'année. Je vous dis pas c'est lequel, je vous le dirai plus tard. A noter d'ailleurs que dans cette sélection de 5 livres, il y a un petit peu de tout. Il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a de la littérature japonaise, il y a un genre de thriller, et il y a un truc incroyable. On va commencer par un petit bouquin que j'ai lu dans le cadre de mon club de lecture qui est accessible sur mon Discord et sur Patreon, les liens sont dans la barre d'infos. Et ce livre, c'est Les étoiles ne fileront plus de Elodie Serrano, ça a été publié aux éditions Gauter, et vraiment, ça a été une excellente lecture, j'ai beaucoup apprécié, et ça a été hyper court, je pense que je l'ai lu en même pas un après-midi, genre... ça a dû me tenir 2 heures, peut-être un petit peu plus, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Pour vous faire un petit peu le résumé, on va y suivre un personnage qui s'appelle Camille Grandbois. Et Camille Grandbois, elle a 2 passions, comme nous le dit la 4e de couverture. Elle est passionnée d'astronomie et de cryptozoologie. La cryptozoologie, on va dire que ça consiste à étudier des créatures dont l'existence n'est pas confirmée, genre le Yeti. Ou alors genre Nessie, le monstre du Loch Ness. Vous voyez un petit peu le délire. Voilà, c'est un peu être chercheur sur ces animaux, ces créatures qui sont à la fois mythologiques, mais en même temps pour lesquelles on a peut-être certaines traces. On sait pas trop quoi, on se prononce pas. Ce livre, il se passe dans un futur où l'humanité a colonisé l'espace, donc on est allé sur d'autres planètes, on s'est installé au calme, genre on est chez nous, ça on sait faire. Et Camille Grandbois, dans ses recherches, elle s'intéresse beaucoup à des genres de corps célestes qui existeraient, qu'on aurait vu, mais on sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est un truc vivant, enfin voilà. Et elle, c'est vraiment un de ses sujets de prédilection. Et finalement, elle va découvrir des preuves tangibles de ces créatures, qui s'appellent donc les baleines célestes. Et vraiment, c'est des baleines qui vivent leur life dans l'espace, et des fois elles viennent dans l'atmosphère de certaines planètes, et vu que leur ventre il est un petit peu genre rocailleux, elles viennent se frotter au sommet des montagnes, créant ainsi des catastrophes naturelles, pas ouf, mais en même temps c'est des créatures un peu vraiment majestueuses quoi, genre des baleines qui voguent dans l'espace.
C'est quand même stylé. Et donc après avoir découvert des preuves tangibles de l'existence de ces créatures, Camille va créer toute une équipe de recherche pour mener à bien des études sur ces baleines célestes, pour tenter de les observer, et puis voilà, de les ouvrir un petit peu au grand public, pourquoi pas de les protéger, sauf que assez rapidement, en fait, ces baleines vont devenir un problème pour l'humanité, parce que, comme je vous l'ai dit, vu qu'elles se frottent un petit peu à certaines montagnes ou au sommet de certains immeubles, parce que l'humanité ayant la folie des grandeurs, on est allé coloniser des planètes et on a fait des trucs beaucoup trop hauts, et donc les baleines se frottent un petit peu sur les bâtiments, ça fait des catastrophes, et donc assez rapidement, il y a deux camps. Le camp des humains qui veulent protéger ces animaux, et le camp des humains qui les voient comme un grand danger pour l'humanité et qui veulent les exterminer. Je vous dis pas jusqu'où tout ça nous mène, mais on a un petit peu toute cette réflexion autour de comment est-ce qu'on peut préserver des espèces animales lorsque celles-ci peuvent représenter un danger pour l'homme, alors qu'au final, c'est plutôt l'homme qui prend un petit peu trop de place. Bref, je pense que vous voyez très bien là où je veux en venir. J'ai beaucoup aimé ce livre, qui certes est assez simpliste dans son propos, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Je trouve que toute l'idée de Elodie Serrano sur cette espèce d'hypocrisie à vouloir créer des endroits où les animaux sont protégés au lieu de juste les laisser vivre leur life et de partager en fait cet environnement qui nous est offert par l'univers. Enfin voilà, j'ai trouvé que la réflexion était très bien menée, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui, sans être magnifique, est efficace. C'est voilà, c'est sobre, c'est simple, c'est concis, mais ça fait bien le taf, ça m'a beaucoup plu. À savoir que ici on a le texte de base, et en plus de ça on a une très courte nouvelle qui fait je pense 8 à 10 pages, qui s'intitule À l'épreuve du temps, et qui constitue un genre de suite indirecte du livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et vraiment, s'il n'y avait pas ces 8 pages pour compléter le récit initial, je serais peut-être un petit peu resté sur ma faim. Et pour terminer le livre, on a ensuite une note de la part de l'autrice qui s'intitule « Notre relation à la nature et aux prédateurs ». Et donc là, c'est plutôt un extrait, je pense, de ce qui a été certainement une étude plus approfondie de l'autrice sur la question des prédateurs, de la nature et de notre rapport à tout ça. Et pareil, j'ai trouvé que ça venait éclaircir une fois de plus et soutenir tout le propos qui est développé dans le livre. Bref, ça a été vraiment une excellente lecture que je vous conseille très fortement. Pour rappel, c'est sorti aux éditions Gauteur, qui vraiment font des trucs hyper cool si vous aimez la SF, donc je vous recommande de vous intéresser peut-être aux autres ouvrages qui sont sortis chez cet éditeur. Il m'a coûté 16 € et il n'y a pas de traducteur vu que c'est français. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, il y a une poussière là. J'espère que j'ai pas fait une trace de doigt. Et je vous propose de continuer avec un ouvrage de fantasy qui lui aussi est très court, puisque ça fait 90 pages. C'est publié aux éditions La Talente, ça coûte 9,90 €. Ça a été traduit de l'anglais par Michel Pagel, et il s'agit de Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker. Et alors là aussi, c'est une lecture qu'on a fait dans le cadre de mon club de lecture. Le démon de Maître Prosper, c'est vraiment un livre que j'attendais tout particulièrement parce que je l'avais repéré lorsqu'il était sorti en version anglaise sur Goodreads. Et je m'étais dit, oula, dès que ça sort en français, ça, j'achète et je lis. C'est sorti chez La Talente, donc rien ne pouvait me rendre plus heureux. Et écoutez, une fois de plus, j'ai passé un très bon moment en lisant Le démon de Maître Prosper. Je l'ai aussi, je pense, avalé, pas d'une traite, je crois que je l'ai lu sur 2 jours parce que j'ai dû m'arrêter en plein milieu parce que j'étais fatigué. Et dans cet ouvrage, on va suivre un personnage, et je pense que ce personnage n'est jamais nommé. Parce que le narrateur parle de lui-même à la première personne et s'adresse directement à nous en tant que lecteur, mais je pense qu'il ne se présente à aucun moment. Et ce personnage est un genre d'exorciste. On va dire qu'il possède la faculté de voir, non pas des démons, il les appelle les autres, je crois. Vraiment, ce sont des espèces de créatures démoniaques, qui viennent certainement d'une autre dimension. C'est l'équivalent de nos démons dans notre monde, quoi. C'est des trucs un peu sataniques, quoi. Et ces démons arpentent nos terres, la terre des hommes, même si là on n'est pas du tout dans un monde
qui pourrait être apparenté au nôtre. On est vraiment dans un monde de fantasy médiéval tout inventé, qui m'a un peu fait penser d'ailleurs au monde de The Witcher. Et donc ces créatures qui arpentent notre monde peuvent prendre possession des êtres humains, voilà, les posséder, leur faire vivre les pires souffrances et leur faire commettre les pires atrocités. Et notre personnage principal, vu qu'il a la faculté de les voir, il a aussi la faculté de les chasser. À noter que ces démons ne peuvent pas être vaincus. On ne peut pas les tuer, on peut juste les chasser, les détacher d'un corps. Et là, ils seront affaiblis, partiront un petit peu se réfugier pour se requinquer avant de revenir à la charge et de posséder d'autres êtres humains. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux, dans un cercle sans fin. Et on va suivre donc l'histoire de cet homme qui va nous parler de comment est-ce qu'il a découvert ses dons, comment est-ce qu'il a appris à chasser les fantômes. Enfin les fantômes, les démons, vous avez compris. Et ce personnage a la particularité d'être un horrible salopard. Vraiment, il est antipathique, il n'a aucune morale. Et vraiment, il ne s'en cache pas. Et en même temps, quand on va découvrir cet homme, on va aussi comprendre sa psychologie et sa manière d'agir. C'est un homme qui a été blessé, qui a souffert, et donc qui ne s'est pas construit de la même manière que tout un chacun, et donc qui n'a pas les mêmes notions, je pense, de moralité, de bien, de mal. Il fait juste ce qu'il doit faire. Et on va dire qu'une série d'événements va amener cet homme à rejoindre une grande ville où il y a ce qu'on pourrait appeler la cour. Il y a un certain roi qui va se marier avec une femme, et il s'avère que cette femme porte un enfant qui sera peut-être possédé dès sa naissance. Je peux pas trop vous en dire parce que le récit est très court, donc loin de moi l'envie de vous gâcher tout le plaisir, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit. J'ai su apprécier le personnage principal alors qu'il est totalement antipathique, mais voilà, ça m'a parlé, ça m'a fait rire. Il y a un genre d'humour très noir sur lequel j'ai plutôt bien accroché. Et puis au-delà de ça, moi j'ai trouvé que la construction du récit était très intelligente. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers et le fait qu'en à peine une dizaine de pages, on comprend un petit peu comment fonctionne cet univers, on comprend ses enjeux, sa structure, sans que l'auteur ait à faire du gros infodumping, à nous donner toutes les infos où on se dise « oulala, ça va un petit peu vite ». Je trouve que c'est extrêmement fluide, et voilà, moi je me suis fondu dans cet univers. Ma lecture a été simple, a été aisée, a été divertissante, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, j'ai vu certains avis d'autres collègues de Booktube ou de Bookstagram dire que qu'ils se sont un peu ennuyés, qu'ils ont trouvé ça complexe et qu'ils ne comprenaient rien à leur lecture. Je pense que c'est vraiment le genre de livre où il faut accepter les infos, les prendre et se dire peut-être que j'aurai des explications un petit peu plus tard, mais vraiment, moi, je me suis jamais senti trop perdu dans le récit. J'ai trouvé ça bien construit, agréable. Et voilà, je l'ai lu vite, je l'ai lu bien, j'ai passé un très bon moment. Que demander de plus? Et après la fantaisie, j'avais envie de vous parler d'un livre de littérature japonaise que j'ai lu en anglais, mais qui est d'ores et déjà disponible en version française. C'est sorti en poche chez 10-18. Il s'agit de Diary of a Void. C'est de Emi Yagi, donc une autrice japonaise. Je ne saurais pas vous dire le prix, ni le nom du traducteur ou de la traductrice. Je vous mets ça juste ici pour la VF, mais pour la VO, ça a été traduit par deux personnes qui sont David Boyd et Lucy North. Et donc là, moi j'ai l'édition qui est sortie aux éditions Harvill Secker London. Et je ne saurais pas vous dire combien il coûte parce que je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé en stream sur Twitch. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, j'anime une émission littéraire. Pas du tout. Je parle bouquin sur Twitch tous les samedis soirs de 18h30 à 20h30, donc voilà, si vous voulez me rejoindre, vous avez le lien en description. Mais donc ce livre, j'en ai beaucoup parlé sur Twitch. Il nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà Shibata, enfin c'est son nom de famille, Shibata, je me souviens plus de son prénom. Mais au Japon, on parle beaucoup des gens par leur nom de famille. Et c'est pas irrespectueux. Et donc Shibata, elle travaille dans une entreprise, et dans son service, c'est la seule femme, donc elle est un petit peu victime de sexisme, parce que vraiment le sexisme ordinaire dans le milieu du travail au Japon, c'est quand même quelque chose. Shibata, elle travaille dans des bureaux, entourée de salarymen, et en plus de son travail, qui lui prend déjà énormément de temps,
c'est un petit peu la boniche. C'est elle qui doit recharger le papier dans la photocopieuse, c'est elle qui doit ramasser des trucs quand ça traîne par terre, c'est elle qui doit faire la vaisselle, c'est elle qui récupère tous les mugs encore plein de café à la fin des réunions pour aller les vider, les mettre aux salles, enfin, vraiment, elle est pas bien traitée. Et un matin, une réunion se termine et on lui fait comprendre que ça serait bien qu'elle aille nettoyer la salle et puis peut-être récupérer les mugs de café et les jeter. Et quand elle arrive dans la salle et qu'elle voit voilà, les mugs de café avec les clopes écrasées qui flottent encore dans le café, bref, elle se dit « Wesh, j'en peux huple, j'en ai trop marre. » Et à ce moment-là, il y a un collègue qui passe et elle lui dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux nettoyer ?» Et là, bah lui, il est en mode « Bah non, c'est pas mon taf. » À noter que c'est pas son taf, à elle non plus, mais le sexisme. Et donc face à sa réaction un petit peu déroutée en mode bah non c'est pas à moi de faire ça, elle lui dit bah si en fait je vais te demander de le faire parce que je suis enceinte et les odeurs là ça va me redonner la nausée. Et à partir de ce moment-là, eh bien tout va changer pour Shibata parce que devinez quoi, elle n'est pas vraiment enceinte, sauf que la rumeur de sa grossesse va se répandre à travers tout l'open space, donc bientôt toute son entreprise va être au courant qu'elle est enceinte et elle va être choyée. Elle va être choyée, elle va être enfin traitée comme un être humain qu'on respecte. Et donc, fini les heures sup, fini le travail en trop, fini la vaisselle, fini d'être la boniche, quoi. Et elle se dit, waouh, en fait, c'est trop bien d'être enceinte. Et donc, elle se dit, ben, tant pis, cette fausse grossesse, je vais la mener à terme. Et on va donc suivre les 40 semaines de grossesse de Shibata, où elle va eh bien, tout faire pour faire perdurer son mensonge, sauf que ben, c'est pas simple parce que Shibata, elle a une vie perso, elle a une vie pro, elle va mentir que dans sa vie pro, mais ça va avoir des incidences sur sa vie perso. Et comment on fait quand on est censé être enceinte pour gérer un petit peu le grossissement de sa silhouette? Bref, elle va se retrouver confrontée à tous ces problèmes-là pour faire perdurer son mensonge. Et au début, ce livre m'a vraiment beaucoup plu. Le premier tiers, je l'ai trouvé vraiment excellent parce qu'on se dit « Waouh, comment est-ce qu'elle va faire pour gérer tous ces mensonges-là » Et je vous avoue que sur le second tiers, j'ai trouvé que l'histoire s'essoufflait un peu et qu'elle se répétait. Parce qu'au bout d'un moment, bah, on a bien compris ta situation, donc accouche un peu quoi. Donc si durant le deuxième tiers, je me suis légèrement ennuyé, je peux vous assurer que le troisième tiers vaut largement la lecture de cet ouvrage. Alors je ne pourrais pas vous dire pourquoi parce que ça serait vraiment du spoil et il faut absolument pas spoiler ce livre, mais vraiment il m'est littéralement tombé des mains. Je me revois dans mon canapé à 1h du mat en me disant oh allez je vais peut-être le terminer. Je ne pouvais pas m'arrêter, vraiment il y a un moment dans le récit où je l'ai posé et je me suis dit what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Je m'y attendais pas du tout, j'ai adoré. Et vraiment, ça me frustre parce que si j'avais envie d'être constructif, je pourrais vous en parler très longtemps, limite faire une vidéo dédiée à quel point ce livre est riche, mais malheureusement, ça vous spoilerait tout. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous demander de me faire confiance, de le lire, et une fois que vous l'aurez lu, bah, vous pourrez m'envoyer un petit message sur Insta ou sur Discord ou venir en parler en stream, parce que le livre est vraiment très ouvert à plusieurs théories, plusieurs manières de l'interpréter. Et vraiment, j'en ai discuté avec plusieurs personnes sur mon Discord. Et c'était très intéressant de comparer un petit peu la manière dont on a perçu cette fin, ce dernier tiers. Comment est-ce qu'on l'a compris, comment est-ce qu'on l'a analysé. Et voilà, moi j'en ai tiré une explication. J'en ai tiré mon histoire, ma version des faits, que je trouve vraiment bonne, mais d'autres personnes ont peut-être vu le livre d'une manière très différente. Bref, je ne veux pas vous en dire plus, mais si vous avez, si ça vous intrigue, allez-y, ça vaut le coup. Allez, on s'approche doucement de la fin de la vidéo, il me reste 2 livres à vous montrer, et le prochain dont je veux vous parler, eh bien je ne l'ai pas entre les mains, puisque je l'ai prêté à ma maman qui aime beaucoup les thrillers, et ce livre c'est Wayward Pine de Blake Crouch, qui est sorti donc dans la collection Totem de chez Gallmeister. Je ne me souviens plus du prix ni du nom du traducteur ou de la traductrice, je vous affiche ça juste ici. Vous l'avez certainement vu passer parce qu'il y a beaucoup de monde qui a parlé de Wayward Pines lors de sa réédition, puisque oui, c'est une réédition. Et alors pour ma part, je n'ai lu que le premier tome de cette trilogie, mais je compte bien lire les 2 tomes suivants, certainement durant l'été. Alors Wayward Pines, ça nous raconte l'histoire de l'agent Ethan Burke, qui est un agent du FBI qui est dépêché dans la ville de
Wayward Pines. Il est dépêché dans cette ville pour retrouver 2 de ses collègues du FBI qui ont disparu depuis plusieurs semaines et qui avaient eux-mêmes été dépêchés à Wayward Pines pour une enquête classée top secrète. Donc voilà, le gars se dit bah écoutez, j'y vais et puis je vais essayer de retrouver mes 2 collègues. Sauf que à peine arrivé à Wayward Pines, il est victime d'un accident de voiture. Il va se réveiller au bord d'une rivière proche de la ville. Avec quelques trous dans sa mémoire, sans portefeuille, sans arme de service, bref, sans rien. Et il a l'air d'avoir été passé à tabac, en plus d'avoir été victime de son accident de voiture. Bref, c'est pas ouf comme début d'enquête. Ethan Burke il va rapidement rejoindre la ville de Wayward Pines à pied, et il va se rendre compte que tout le monde est ligué contre lui, parce que cette ville est quand même extrêmement chelou. Personne ne répond à ses questions, tout le monde a l'air de se foutre de sa gueule et de ne pas le prendre au sérieux. Et plus que ça, il se passe des trucs sacrément flippants à Wayward Pines. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vraiment, c'est un livre qui se dévore. C'est certainement le plus gros livre de toute la sélection parce que lui, je pense qu'il doit bien faire 300 pages. Mais vraiment, c'est 300 pages que je n'ai absolument pas senti passer puisqu'il m'a été impossible de m'arrêter. J'ai lu Wayward Pines, donc le premier tome, en un week-end, je crois, voire en un dimanche. Vraiment, je l'ai commencé et c'était impossible de m'arrêter. Les chapitres s'avalent à une vitesse vertigineuse. C'est pas spécialement hyper bien écrit, mais c'est juste tellement haletant qu'à la fin de chaque chapitre, on se dit « Wow, je veux absolument savoir c'est quoi la suite !» Et j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, c'est très prenant. Si vous aimez les atmosphères un petit peu à la Twin Peaks, X-Files, allez-y. La seule réserve que j'ai vis-à-vis du livre, c'est que si j'ai adoré la première moitié, j'ai trouvé la deuxième moitié un petit peu déconcertante parce que je ne m'attendais pas à ce type de récit qui doucement passe du thriller au récit avec un petit peu de SF, et moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fantastique que de science-fictionneux. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je n'ai pas envie de trop vous en dire, parce que pareil, c'est le genre de livre qu'il ne faut pas spoiler pour que l'intérêt reste présent pendant la lecture. Mais voilà, même si j'ai été un petit peu dérouté sur la deuxième partie, je dirais même peut-être un petit peu déçu, je suis quand même très curieux de savoir où vont nous emmener les tomes 2 et 3, donc je vais lui laisser sa chance et lire la suite. Malgré tout, ça reste un livre que j'ai lu d'une traite et qui m'a vraiment passionné, surtout dans sa première moitié. Donc j'avais bien envie quand même de l'intégrer à cette sélection parce que, mine de rien, ça faisait des semaines que je n'arrivais plus à lire et celui-ci, je l'ai bouffé, quoi. Bon, et maintenant, on va terminer la vidéo avec mon premier vrai coup de cœur de l'année, qui lui aussi est un récit extrêmement court, hein, parce qu'une fois de plus, on est sur un livre qui fait 90 pages. Et je l'ai lu aujourd'hui. Genre vraiment, il est encore tout frais dans ma tête, puisque je l'ai posé, et j'ai pris ma caméra. Donc, je viens de le terminer. Ce livre, il m'a été conseillé en stream, parce que il y a pas très longtemps, je faisais un stream où j'expliquais que j'avais remarqué que j'avais un énorme kink sur les maisons. Moi, dès qu'il y a maison dans le titre d'un livre, j'achète, hein, la maison des feuilles, la maison dans laquelle on adore, et j'adore les livres qui se passent dans une maison, ou tout du moins dans une enceinte qui est censée être une safe place, une maison où on se sent chez soi, où on se sent en sécurité, mais dans lequel il va se passer quelque chose qui va venir un petit peu bouleverser toutes nos certitudes. Je pense notamment à des livres comme Piranèse de Susanna Clarke que j'avais adoré. Bref, donc la dernière fois j'ai parlé de tout ça en stream, et j'ai demandé aux gens, si vous avez des idées de titres qui pourraient vraiment me plaire dans cette thématique, donnez-les-moi. Et il y a une personne qui m'a dit « Je te conseille vraiment de lire Tu aurais dû t'en aller » de Daniel Kehlmann. Je suis sûr que tu vas adorer. Ça n'a pas loupé. Je l'ai trouvé d'occasion sur internet, alors que le livre est comme neuf. Et je l'ai trouvé sur Vinted pour la modique somme de 1 €. 1 € pour le coup de cœur, on adore. Donc de base, Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kehlmann. C'est paru aux éditions Actes Sud. Il coûte 10 € pour 90 pages. C'est pas donné. Et ça a été traduit de l'allemand par Juliette Aubert. Et là, ça va être difficile de vous en parler sans tout spoiler. Dans Tu aurais dû t'en aller, on va suivre l'histoire d'un homme, et je crois qu'une fois de plus, il n'est pas nommé à aucun moment. Et cet homme, il est scénariste. Il écrit des scénarios, voilà, pour des films, pour des séries, pour des navets, mais c'est son taf.
Cet homme, il a une femme et une fille. Sa fille est toute petite, hein, je pense qu'elle doit avoir 5-6 ans. Et avec sa femme, ben, c'est un petit peu compliqué, hein, ça arrive dans certains couples, voilà, il y a des hauts et des bas, et là ils sont clairement dans une phase de bas. Cet homme, il a beaucoup de mal à terminer son nouveau scénario, et donc ils partent en vacances avec sa femme. Il loue une maison, vous savez, une maison d'architecte hyper design, trop belle, qui est perchée au sommet d'une montagne, et ils se disent, bah voilà, là... moi, je vais trouver l'inspiration pour finir mon scénario. Ça va aussi nous permettre de nous retrouver un petit peu à trois, de se concentrer sur notre vie de famille. Bref, vous voyez le truc. Et nous, en tant que lecteurs, on va lire un petit peu le... C'est pas vraiment le journal intime, c'est le carnet que tient cet homme, dans lequel il consigne des idées pour son scénario, parce qu'il veut écrire la suite de son plus gros succès. Et en même temps, dans ce carnet, il va y consigner ses pensées, qui parfois partent un petit peu dans tous les sens, et on a du mal à suivre. Mais rassurez-vous, c'est voulu. Parce que, assez rapidement, il va remarquer qu'il se passe des trucs pas nets dans cette maison. Il fait des rêves très chelous, il se sent constamment surveillé, épié, il voit des reflets qui ne devraient pas exister dans les glaces, et il se passe de plus en plus de trucs étranges et flippants. Et je veux pas vous dire ce qui se passe, parce que le livre est court, et donc j'ai envie de vous laisser découvrir tout ça. Mais... si je devais vous donner des mots-clés, je vous dirais que si vous avez adoré La Maison des Feuilles et Piranèse, ce livre est fait pour vous. Si vous étiez fan de Silent Hill quand vous étiez un petit peu plus jeune comme moi et que vous avez dévoré Silent Hill 2 et Silent Hill 3 sur PS2, ce livre est fait pour vous. Et si vous êtes passionné par tous les livres qui parlent un petit peu de métaphysique, qui brisent un petit peu le quatrième mur, qui se passent dans des espaces non euclidiens, vous allez adorer. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre, parce que je veux vraiment vous laisser le plaisir de le découvrir. Mais je l'ai à peine terminé, que j'ai déjà envie de le relire. J'ai des scènes qui me restent en tête, là. Il y a vraiment des moments de génie, je trouve, dans le texte, et surtout au niveau de sa mise en scène, il y a vraiment des passages que j'ai trouvés bluffants. Et en plus de ça, c'est très simple à lire. Si vous avez eu du mal sur La Maison des Feuilles et que vous avez déclaré forfait parce que c'était trop farfelu et ça partait trop dans tous les sens, n'ayez pas peur, parce que celui-ci est vraiment beaucoup plus simple d'accès. Ça se lit très très vite, et vraiment j'ai plusieurs scènes en tête où je me dis waouh, mais... j'avais jamais lu ça avant, et c'est tellement bien trouvé, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, ça fait tellement peur, vraiment foncez. C'est un coup de cœur, c'est mon premier gros coup de cœur de l'année, et je suis infiniment reconnaissant envers la personne qui m'a conseillé de le lire sur Twitch. Je ne sais plus qui me l'a conseillé, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires pour que je te remercie, parce que... vraiment, une petite pépite. Bon, et bien là-dessus, voici donc ces 5 courts livres qui m'auront aidé à sortir de ma panne de lecture, parce que là, je pense que ça y est. Déjà, j'ai lu 5 livres courts, donc on pouvait déjà dire que la panne de lecture était un petit peu passée, mais c'est vraiment 5 livres qui m'ont fait du bien, et puis qui font du bien aussi au niveau psychologique, parce que on passe par une phase de creux où on se dit « oh, j'arrive plus à lire », et c'est difficile de prendre un livre qui fait 500, 600 pages et de se dire « bon ben... je vais peut-être passer 1 mois, 2 mois, je sais pas combien de temps sur une brique, alors que j'ai envie de retrouver le plaisir de la lecture, et je trouve vraiment que quand on a des difficultés pour lire des trucs courts, et ben ça aide, parce qu'il y a un côté très satisfaisant à lire 5 livres en 2 semaines. Et au-delà de ça, ça prouve que ce n'est pas le nombre de pages qui fait toute la qualité d'un livre, puisque avec celui-ci en particulier, en 90 pages, j'ai été embarqué dans un truc absolument dingue. J'aurais eu envie que ça puisse durer encore 200 pages, mais au final, c'était 90 pages parfaites, sans longueur, que j'ai adoré du début à la fin. Et au final, c'est ça qui nous fait un bon livre. Eh bien écoutez, là-dessus, moi, je vous laisse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires des livres qui vous ont aidé à sortir de vos pannes de lecture. Peut-être que ça me donnera quelques idées. Et puis là-dessus, moi, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.